dans un couple, il y a un moment où, puis je pense que c'est dans tout couple, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Selon nos chemins de vie, qu'est-ce qu'on fait? Mais on est convaincu que dans une société comme la nôtre, quand succès veut dire mariage et séparation ou divorce veut dire échec, et quand la vie, au fond, se passe entre les deux, t'sais. Mais quand on est si étroit dans le vocabulaire qui nous est alloué pour parler de nos relations, je pense qu'on associe une transformation d'une relation, une restructuration d'une relation à la fin complète de quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que quand on est deux êtres humains qui s'aimons encore, ce qui est le cas, qui se respectons encore, c'est le cas, de transformer une relation, c'est un signe d'amour quand ça veut dire qu'on peut libérer l'autre sur son chemin. Tout en l'aimant, mais ça prend du courage, là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale d'Ouvre ton jeu où je vous présente ce livre qui est Mieux se connaître, mieux s'aimer entre nous, écrit par Sophie Grégoire Trudeau. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est planifié dans l'horaire, cette rencontre-là. J'avais vraiment très, très hâte de rencontrer Sophie parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais en parler avec elle. C'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est pas un livre qu'on lit à la course. C'est un livre qu'on lit d'abord pour soi. Et on va pouvoir en parler avec elle. Et évidemment, elle va ouvrir son jeu. Bienvenue, Sophie Grégoire Trudeau. Merci, Marc-Claude. Alors, comment tu vas? Ça va bien. Je réalise à 49 ans que... Moi, je suis une amoureuse de la vie. Hein. Mais qu'à 49 ans, on n'est pas venu ici sur Terre pour être heureux. On est venu ici pour être conscient. Et ma vie a fait que les bouleversements, les opportunités uniques, l'amour qui soutient tout ce que je fais, qui est autour de moi, me changer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et je l'accueille. Je l'accueille, je comprends qu'il y a de l'incertitude dans la vie. Ça me rend moins anxieuse que ça me rendait avant de faire face à l'incertitude. Et puis, oui, je pense que je vis une vie consciente, puis je suis responsable de moi-même et de mon authenticité. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans ta vie pour devenir responsable de ton authenticité? Je pense pas que ça a été un élément déclencheur, mais tu me fais penser à quelque chose. Il n'y a pas longtemps, dans une conférence, on m'a demandé, Sophie, quand est-ce que tu as réalisé que, en tant que jeune fille, femme, là, que ta vie ne serait pas comme celle des garçons puis des hommes autour de toi? Puis ça relie, ça lie ça à ta question. Je pense que j'ai tellement vécu avec des messages contraires, paradoxaux. Tu sais. Hey, mon père me disait, sois toi-même, tu sais, n'aie peur de rien, repousse tes limites. Puis il me poussait en bas des montagnes en ski, puis il me disait de sauter en bas des rochers, puis il me permettait de pousser mes limites physiques et psychologiques. Et en même temps, j'étais élevée dans un contexte, puis une génération où il y avait des commentaires complètement désobligeants par rapport aux femmes, des barèmes de beauté étroits et ignorants, et beaucoup, beaucoup aussi de machisme ici et là. Donc, ces messages paradoxaux-là, je les intégrais à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, il y avait quelque chose de pas correct là-dedans. J'étais pas bien. Puis moi, je me tenais beaucoup avec les gars. J'adorais. J'avais des bonnes amies filles, mais j'aimais ça me tenir avec les boys. Ils étaient intrépides, aventuriers, puis je faisais du sport avec eux autres. Puis je voulais être, tu sais, comme on dit, part of the gang, là. Je voulais faire partie de la gang de boys. Mais en même temps, je voulais être leur préférée, tu sais. Je voulais être comme la fille qui protégeait, puis qui aimait, puis qui trouvait belle. Puis j'ai été très chanceuse, moi, d'avoir des chums extraordinaires qui m'ont vraiment ouvert assez le cœur avec la vulnérabilité, que j'ai pu me faire confiance dans qui j'étais depuis un jeune âge, mais encore une fois, bombardée de messages paradoxaux dans ma propre famille, en essayant de sauver la dynamique entre mes parents. Donc, c'était un chemin qui était psychologiquement un peu... il y avait plein de variantes, plein de nuances qui ne faisaient pas de sens. Tu aurais pu prendre un autre chemin que celui que tu as pris.
Puis, ça, tout le monde, là, je pense. C'est ça, parce que mais tu avais comme une volonté. Parce que, tu sais, quand tu parles de tes chums, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir un chum qui te fasse du tort? Dans ce besoin de séduire, où tu avais déjà ce caractère-là, cet instinct-là, pour aller vers la bonne personne? Je pense qu'il n'y a personne qui est invincible à certains partenaires, féminins ou masculins, hein, qui pourraient être extrêmement manipulateurs et que ça peut ne pas être dévoilé dans un début de relation. Donc, je me pense pas invincible à ça, mais j'étais forte de caractère. Fait que s'il y avait un manque de respect ou j'étais... Regarde bien mon grand, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais en même temps, une grande sensibilité, une grande vulnérabilité. Tu sais, je suis une grande sensible. J'ai le cœur sensible. Puis, vu que je suis enfant unique, je pense que depuis que je suis jeune, l'autre est comme une source de nourriture émotionnelle pour moi. Et je suis très à l'affût de l'énergie de l'autre, de comment l'autre se prédispose émotionnellement, puis comment je peux aller le faire sentir mieux. Parce que ma mère, des fois, elle avait souvent de la peine, puis la petite Sophie était comme, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire pour la... Tu sais, je garde juste en parlant de ça déjà, tu sais. Je le ressens. Puis mon papa, ben pourquoi il est émotionnellement distant? Je veux l'aider, lui aussi. Puis pourquoi les deux s'entendent pas? Ça, il faut que je sauve la situation aussi. Mais pour une fille unique, puis pour n'importe quel enfant, c'est une cape qui est vraiment... tu peux pas porter ça comme un enfant. Bien, moi, c'est venu me chercher beaucoup quand tu parlais d'enfant unique. Parce que moi, je suis pas une enfant unique et je me disais, c'est vrai quand même qu'il y a un enjeu qui est différent. Mm-hmm. C'est que tu portais beaucoup de pression sur tes épaules. Oui. Est-ce que tu avais l'impression, si tes parents, ça allait pas, on sent pas là, que ça va super bien, est-ce que tu te sentais responsable de ça comme enfant? Parce que souvent, les psychologues vont dire que les enfants... c'est de ma faute, si. Arrivent vite à je pense que peut-être inconsciemment, mais pas consciemment. Je pense pas que je me disais, hey, c'est vraiment de ma faute que mes parents s'entendent pas. Mais je pense que j'ai intériorisé le fait, vu que je peux pas les sauver, il y a quelque chose qui doit pas aller en moi. Tu trouvais qu'il te manquait quelque chose. Pas assez bonne. Pas assez bonne. Encore plus, ça. Encore plus. Puis ça a toujours fait partie de ma personnalité. Donc, la petite Sophie était comme ailleurs. C'est-à-dire que tu cherchais quelque chose au fond de toi. T'étais pas... C'était plus difficile d'émerger. Oui. Je pense qu'on cherche tous et toutes quelque chose au fond de nous qu'on veut éclaircir. Mais tu es arrivée jeune à cette phase-là. Oui. C'est ça. C'est ça, Marc-Claude. C'est ça. Je pense que la vie a suscité ça en moi et a fait que j'ai été une chercheuse de vérité à l'intérieur de moi-même. Puis je me disais, quand j'ai commencé à souffrir de désordre alimentaire, comment ça se fait que moi, ça m'arrive à moi? J'avais cette capacité de détachement de moi-même, mais en même temps, j'étais la face complètement enfouie dans ma propre compulsion, tu sais. Donc, il y avait comme une danse entre ces deux mondes-là, extérieur puis intérieur. Oui, t'as raison. Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire ton livre? Ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai beaucoup appris en écrivant le livre. Et c'est un sujet de prédilection, d'amour, de passion à moi, puis à bien du monde, là, depuis 20 ans ou plus. Donc, ça m'a donné des confirmations, ça m'a amené plus d'interrogations face à mon propre parcours, mais aussi au fait que j'ai toujours trouvé que plus d'êtres humains je rencontre sur mon parcours de vie, plus je me rends compte qu'on n'est pas si différents que ça. On veut tous être aimés pour qui on est. On veut se faire prendre, se faire toucher avec respect. On veut se faire regarder par quelqu'un qui est présent, qui n'est pas ailleurs. Et ça rappelle toute la petite enfance du parent qui prend son bébé et peut-être qu'il est présent ou peut-être qu'il ne l'est pas parce qu'on n'y a jamais appris autrement. Puis ça vient me toucher parce que chaque bébé, chaque enfant, c'est juste ça qu'on veut. Hein? C'est pour notre survie aussi, là. L'attachement. Là. On en parle-tu un peu de l'attachement? Tu sais, Mais tu en parles beaucoup. Tu vas chercher aussi un psychologue qui parle de tous les types d'attachements. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre-là n'est pas un livre qu'on doit se presser de lire, mais se l'approprier. Tu as ton histoire à travers. Tu vas chercher tes réponses à toi aussi. Je trouve ça beau le mot que tu viens d'utiliser parce que je pense que c'est s'apprivoiser. Je pense que ce livre-là va permettre au lecteur de s'apprivoiser avec un petit peu plus de patience qu'on a dans la vie de tous les jours, parce que c'est rendu un luxe de se reposer puis de prendre le temps de. Oui. Et aussi, t'as dit un autre mot, de s'approprier soi-même. Oui. On vit dans une société qui récompense le reni de soi-même. Les petites filles commencent à se détester physiquement et mentalement, puis les jeunes hommes aussi, mais de d'autres manières, dès l'âge de 6-7 ans. Puis là, on voit les désordres alimentaires qui débutent encore plus tôt.
On aurait-tu pensé vivre dans une société où on dit à nos jeunes filles, « Hey, ma grande, un jour, là, juste te dire, là, tu vas faire ça à ton visage, tu vas faire ça à ton corps, puis tu vas t'aimer tellement plus, puis les gens aussi vont te trouver plus belle. » Je trouve qu'on est en train de perdre tellement d'authenticité au prix d'être aimé. Parce que selon notre type d'attachement à notre enfance, puis selon comment la personne principale dans notre vie a pris soin de nous, par le regard, par le toucher, par la présence, par le jeu, par l'humour, qui valide un peu notre perception de la réalité. Est-ce que moi, comme enfant, ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est-tu valide? Mais ça, là, ça laisse des marques tout au long de la vie. Dans le cerveau, dans le corps, et le corps s'en souvient. Là, la science est en train de nous démontrer qu'il y a plein de livres qui se dévouent à ce contenu-là. Le corps s'en souvient. Il se souvient des traumatismes. Et quand on essaie d'enfouir nos émotions parce que ça fait trop mal, un jour, ça ressurgit. Oui. Par des mécanismes qui ne sont pas supposés nous faire peur, mais le cerveau s'en souvient tellement que ces mécanismes-là, qui ne sont pas des vrais, pas des douleurs, mais des vrais, comment tu dis ça? J'ai le mot « triggers » en anglais, c'est pas bon, là. Je comprends par... C'est pour venir nous chercher, là, nous provoquer. Provoquer, oui. C'est pas vraiment des vraies provocations, mais c'est que l'enfant en nous est encore actif. Donc, pour nous, cette provocation-là, ça rappelle le traumatisme. Puis, tu sais, quand on parle de traumatisme aujourd'hui, c'est pas juste ce qui s'est passé dans notre vie qui était difficile, qui nous a laissé des marques, mais c'est aussi ce qui s'est pas passé qui aurait dû prendre forme, qu'on aurait dû ressentir émotionnellement. Cette nourriture émotionnelle-là dont on avait tant besoin. C'est pas juste c'est ce qu'on a manqué, grave. Tu as raison. Exactement. Et des fois, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Exactement. Ce qu'on n'a pas reçu. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Moi, je suis toujours prête à jouer. T'aimes ça, hein? Oui. Alors, tu vas voir, Sophie, il y a des questions vertes. On va en piger. On va pas répondre à toutes ces questions-là, parce que ça peut faire peur. Okay. Les questions vertes, c'est des questions sont plus génériques. C'est-à-dire que tu pourrais être n'importe qui, je pourrais te poser ces questions-là. Donc, peu importe l'invité, je les choisis différemment, mais quand même, elles pourraient se poser à n'importe qui. Les questions jaunes commencent quand même à être plus dédiées. Les questions rouges, c'est des questions qui sont vraiment... À faire rougir. À faire rougir. Mais peut-être, on va voir comment tu vas répondre. Okay. Question mauve, c'est hypothétique. Et tu as un joker. Et ça, à n'importe quel moment du jeu, si tu trouves qu'il y a une sous-question, peu importe, tu as envie qu'on passe à autre chose. On ne l'utilise pas souvent, mais on l'utilise quand même. Tu le mets sur la table et moi, je passe à une autre question. Ce qui me permet, Sophie, de moi être à l'aise de te poser les questions qui me viennent en tête parce que je sais que tu peux m'arrêter. D'accord. D'accord? C'est ton filet de sécurité. Okay. Donc, tu les brasses, tu peux les mélanger sur la table. Tu vas m'en donner 5. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. OK. Donc, on est sans filet. Merci. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Pour être bien avec moi-même, je dois. Quel sens donnes-tu au mot famille? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ça me donne déjà le goût de pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des mouchoirs. OK. Mais, on commence par quoi? Mais tu décides. C'est moi qui décide. T'en choisis une et j'en choisis une. On répond qu'à 2 questions. Seulement 2? Oui. OK. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Pour être bien avec moi-même, je dois. Quel sens donnes-tu au mot famille? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? OK. Je vais être courageuse. Je vais prendre celle à laquelle je ne sais pas vraiment quoi répondre, mais je vais laisser l'authenticité puis la vérité sortir. De quoi ai-je peur? Ouais. Moi, je ne suis pas une peureuse. OK? J'aime repousser mes limites physiquement, mentalement. Je pense que j'ai peur de vieillir seule. Je pense que j'ai peur un jour d'être comme abandonnée. Oui, je pense que j'ai peur de ça. L'abandon, c'est un thème qui revient souvent. Mm-hmm. Tu l'associes beaucoup à ton père, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Hein? Il y a eu un changement, tu as déménagé, puis c'est passé quelque chose entre la campagne et la ville. Oui, je pense que c'est plutôt l'enfance à la... Je te l'avais dit que j'allais pleurer. L'enfance à la jeune femme. Il y a beaucoup d'hommes de cette génération-là qui ne savent pas comment composer avec ces changements-là. Aussi, tu sais, mon père composait avec ses propres traumatismes. Puis mon père, c'est un amant de la nature, c'est un amoureux, c'est un passionné.
Mais je comprends aujourd'hui qu'il vivait sa propre anxiété intériorisée, tu sais. Puis ces générations-là, ça allait pas en thérapie, là. Donc, des traumatismes qui n'ont pas été examinés, ça laisse des grosses traces. Puis d'ailleurs, en tant que parent, moi, je pense qu'un de nos plus grands rôles, responsabilités plutôt, c'est de regarder nos traumatismes pour ne pas laisser un héritage traumatisant émotionnellement à nos enfants. Donc, oui, je pense que c'est ça ma peur. J'en ai pas vraiment d'autres grandes peurs. Mais quand tu dis vieillir seule, Sophie, t'as 3 enfants. Là. Je sais que ça fait pas d'allure, je sais. Mais quand même, c'est quelque chose... Est-ce que toi, tu t'es déjà sentie seule et tu veux pas retourner là? Je pense que mon enfance est parsemée de moments de solitude. Et ça, c'est le plus grand cadeau qui soit. Puis moi, j'aime ça, être seule. Là. Je fais des courses, je fais des petites emplettes. Je sais pas, moi, je vais en quelque part pour travailler. Je suis seule pendant quelques jours à l'hôtel. J'aime ça, être seule avec moi. Je suis habituée à ça. Je suis indépendante. Mais être seule, dans l'ennui, pas de la vie, mais du cœur, qu'il y ait comme une espèce de rejet émotionnel ou une indifférence ou un retrait de la personne que j'aime, tu vois, ça vient me chercher. Puis pourtant, tu sais, j'ai 49 ans, je sais très bien que en ma présence, je suis jamais seule. Parce que j'ai un amour de moi-même. Mais c'est le regard de quelqu'un d'autre qui te quitte à ce moment-là. Oui. Je pense que l'unité, la connexion et l'intimité de moi envers un autre être, moi, c'est pas à moitié là, quand j'aime. Là. Ça ressemble à quoi quand tu aimes? Ah, c'est tellement vivant, curieux, plein de jeux, de naïveté, de mélancolie, de sensualité, d'érotisme, de poésie, d'aventure. On dirait que je prends tout mon sens à travers ça, pour le meilleur et pour le pire. Tu te sens exister pleinement? On dirait que en moi, il y a encore la petite Sophie, mais c'est la même qu'aujourd'hui, mais de version mature, qui est tellement comme enjouée de vivre puis d'être humaine dans ce corps-ci, que je suis comme, est-ce que t'es aussi excitée que moi? Est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu veux, on va-tu faire ça? Veux-tu juste t'étendre ici puis on va regarder les nuages? Je suis un peu comme, je sais pas si, je pense que je suis une poète dans l'âme. Est-ce que c'est exigeant pour l'autre? Ben oui! Ça, c'est sûr! Si tu demandais d'ailleurs aux partenaires que j'ai eu dans ma vie, tu sais, Justin aussi, évidemment. Ben oui, c'est l'est. Ouais, des fois, peut-être trop. Est-ce que si le regard n'est pas là, tu as l'impression d'être abandonné? Oui, il y a une petite partie, là. Mais pas de manière écoute, là, tu sais, je veux dire. Pas maladie, non. Mais quand même, tu as un besoin d'exister dans le regard de la personne de qui je suis près, ouais. Oui. Oui, et d'ailleurs, c'est sain. Mais je vois d'où vient cet attachement-là dans mon enfance. Et je pense que récemment, j'ai pris des décisions où, tu sais, tous les êtres humains, on vient au monde avec les 2 plus grands besoins. L'attachement, donc d'être pris soin d'eux, sous le regard, le toucher, la présence de quelqu'un, pour notre survie, et l'authenticité. Comment est-ce que je peux sortir tout l'aspect unique de ma personnalité? Chaque être humain a ça, hein? Mm-hmm. Sans changer mon comportement pour plaire et être aimé. Mais on le fait toutes et tous. Absolument. Right? Sans s'en rendre compte. Exactement. On le fait comme enfant, puis on le fait comme adulte. Ouais. Parce qu'on veut juste être aimé pour qui on est. Pas se changer pour correspondre à des canons psychologiques ou mentaux ou physiques. Donc, oui, je pense que j'ai pris les décisions dans les dernières années où j'ai choisi mon authenticité au-delà de mon attachement. Ça a pris tout mon courage. Il y a un passage dans ce livre-là qui m'a particulièrement touchée quand on comprend que tu prends la décision de te séparer. Mm-hmm. Et c'est comme, est-ce que ça casse de l'extérieur? Est-ce que ça casse de l'intérieur? Il y a quelque chose d'un dilemme... Puis, c'est pas nécessairement que je veux que tu parles de cette relation-là qui est connue, mais quand même, comme personne, souvent dans notre vie, on va presque tous arriver à ces décisions-là de
de séparation, mais ce dilemme moi, ça m'a profondément touchée, Sophie. Parce que ça, c'est absolument authentique quand tu dis ça. Il y a quelque chose qu'on reconnaît ce mal-être et de dire, si je veux que ça continue, il y a une décision à prendre. Peu importe quelle sera la décision, ça sera difficile. Des fois, dans la vie, je pense qu'on a l'impression il y a un anneau de feu, OK? Comme au cirque, là. C'est ma métaphore à moi, mais je pense que tu vas comprendre. Je pense que les gens vont comprendre. Il y a comme un anneau de feu, puis tu penses, si je saute à travers ça, non seulement ça va me brûler, ça va me faire mal, mais je ne sais même pas où je vais atterrir. Je n'ai aucune idée. Puis tu peux rajouter un sac là-dedans, si tu veux. Je comprends, mais c'est noir en arrière. Tu vois le cercle, mais tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Rien. Mais ce risque-là, quand tu te connais assez bien, tu dis, peu importe, je vais être correct de l'autre bord. Parce que je fais confiance à la vie, puis je me fais confiance à moi. J'ai assez d'amour propre, j'ai assez de respect envers moi-même, j'ai assez de preuves d'amour autour de moi. Fais confiance, vas-y, saute. Puis là, j'entends mon père, go, Soph, go. Bien, souvent, de l'autre côté, il y a de l'herbe. C'est pas des piquants qui vont te transpercer les pieds. Mais il faut les prendre, ces risques-là. Puis l'autre grande leçon que j'ai apprise, c'est que dans un couple, il y a un moment où, puis je pense que c'est dans tout couple, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Selon nos chemins de vie, qu'est-ce qu'on fait? Mais on est convaincu que dans une société comme la nôtre, quand succès veut dire mariage et séparation ou divorce veut dire échec, et quand la vie, au fond, se passe entre les deux. T'sais. Mais quand on est si étroit dans le vocabulaire qui nous est alloué pour parler de nos relations, je pense qu'on associe une transformation d'une relation, une restructuration d'une relation à la fin complète de quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que quand on est deux êtres humains qui s'aiment encore, ce qui est le cas, qui se respectent encore, c'est le cas, de transformer une relation, c'est un signe d'amour quand ça veut dire qu'on peut libérer l'autre sur son chemin. Tout en l'aimant. Mais ça prend du courage, là. Puis ça prend de la communication ouverte. Ça prend d'être prêt à se dire nos vérités. Puis ça prend de l'effort. Puis ça fait mal. Tout le monde sait que de transformer une relation avec quelqu'un que tu as aimé et que tu aimes encore, ça fait mal. Mais dans une société où on n'apprend pas, ça veut dire quoi s'asseoir avec notre douleur puis de ne pas se sentir complètement envahi par cette douleur-là, bien, ça, c'est l'autre travail relationnel qu'on est appelé à faire. Mm-hmm. Puis dans le livre, j'en parle tellement. Ouais. Bien, moi, j'ai été appelée directement à le faire, puis je le fais encore. Puis par journée, c'est chaotique à l'intérieur de moi, mais je fais le travail puis j'ai la discipline. Puis là, à 49 ans, je suis capable de me dire ça à moi-même puis d'en être fière. Je retourne sur mon tapis de yoga, je m'assois en silence, que ce soit des pleurs, de la sueur, de l'effort, de l'abandon. Je plonge, j'y vais. Tant pis, ça va faire mal, tant pis. Mais tu vas dans le ressenti. Tu vas dans le ressenti, puis tu vas en être plus forte après, sauf. Puis la vie me le prouve. Est-ce que quand c'est sorti publiquement, quand vous avez fait l'annonce, ça a été un soulagement? On était ensemble en famille, puis on se tenait fort. Soulagement? Je sais pas. Parce que c'est dur, là. Publiquement, t'es la première dame du Canada, il est le premier ministre du Canada. Moi, je m'en fous de ça, Marie-Claude. Mais c'est ça. J'ai jamais vécu comme ça, moi. C'est pour ça que je trouve ça important, parce que il y a de l'extérieur, c'est comme immuable. Tu comprends? C'est comme... mais de l'intérieur, vous êtes des humains. Donc, c'est que toi, t'as pas vécu ça comme ça. Non, mais parce que moi, j'ai rencontré des rois, des reines, j'ai rencontré des célébrités, j'ai interviewé Brad Pitt. J'en ai vu, là, des personnes, des êtres humains sur mon parcours. Je suis pas du tout impressionnée ni par les titres, ni par l'illusion qui est la célébrité ou l'aspect public. C'est du vent. C'est de la confusion, c'est de l'illusion. Puis à partir du moment où tu crois ça pour vrai, c'est fini. Tu es en déconnexion avec toi-même et avec la vie. Fait que moi, quand Justin est devenu un premier ministre, j'ai pas commencé à le voir comme un premier ministre. Moi, tout ce que je connais, c'est l'âme de l'homme aux yeux bleu océan que j'ai rencontré puis que j'ai vu derrière ses yeux même. C'est ça. C'est lui. C'est pas les titres. Puis moi, je me suis jamais perçue comme je suis la première dame. Est-ce que le regard des autres a changé? Certains autres
Je pense que les gens qui avaient des rôles importants et remplis d'amour dans notre vie, non, absolument pas. Je pense que d'ailleurs, ils diraient en tout cas, ils me reconnaissent moi. J'ai évolué, je l'espère, je me suis assagie, je me suis calmée, je vais moins vite. Je suis plus tendre envers moi-même, envers les gens que j'aime aussi, beaucoup plus patiente. Puis, oui, je pense qu'au moins, j'ai eu cette confirmation-là. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, oui. D'exister dans le regard des autres. Oui. Tu sais, d'exister pour qui tu es sur le plan, comme tu disais, au niveau authentique. Donc parce qu'il y a quand même une phase, peu importe comment on se perçoit, il reste que c'est lancé dans le public. Oui. Ce que la plupart des couples ne connaîtront pas, ne feront pas un communiqué de presse pour annoncer. Tu sais, moi, toutes les fois que j'entends des séparations, puis ça fait partie d'un parcours de vie, souvent, là, moi, ça vient toujours me chercher. Ça vient toujours m'attrister, puis je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Oui, moi aussi, je pense ça quand je vois des gens qui se... Pas dans l'obligation, mais qui... tu sais, on vit dans une société où la vérité est en distorsion complètement. Oui. La libre presse est en danger. Donc, c'est important, quand tu es dans l'œil du public partiellement dans ta vie, de protéger la vérité qui concerne ta réalité. Alors, c'est la seule raison pour laquelle on fait ça. Si on n'était pas dans l'œil du public, on n'aurait pas dû faire ça du tout. Non, c'est ça. C'est une autre étape supplémentaire, je trouve. Ouais. C'est comme un autre niveau. Disons que pour les enfants, c'est moins cool. Mais c'est sûr. C'est sûr, quand il y a des enfants, ça change tout. Et en même temps, ça amène cette relation-là à poursuivre aussi. Mais je suis fière, puis ça me touche. Je suis fière parce que je sais que mes enfants voient et se nourrissent de notre dynamique, malgré une restructuration. Et ils voient l'amour qui règne encore. Ça, c'est l'héritage émotionnel que je veux leur laisser. Parce que la vie, c'est pas facile. Puis si un jour, ils tombent en pleine face puis ils ont mal dans une relation, ils vont savoir que c'est possible de restructurer sans préserver, la beauté et l'histoire d'une relation. Ça, c'est important. Mais ça prend de la maturité, ça prend de la patience. C'est pas facile, là. Oui, puis je pense que d'en parler comme tu en parles, ça peut donner de l'espoir à d'autres. C'est juste que ça que je veux. C'est tout ce que j'espère, bien sûr. Que ça se fait. Profondément. C'est possible. C'est possible. C'est pas facile, non, mais c'est possible. Ouais. Alors, la question que je vais choisir, quelle importance accordes-tu au regard des autres? Et que ça a changé au cours du temps. Ça me fait sourire quand je t'entends poser cette question-là. Parce que je remercie la vie, je me remercie, moi, au fond, avec plein d'humilité, du travail que j'ai fait, parce que j'ai dû prendre la perception du monde, littéralement, et le projeter à l'extérieur de la fenêtre. De m'asseoir, de m'endormir le soir et de dire, si tu fais la bonne chose, tu vas toujours avoir un sens de congruence, d'intégrité, de vérité à l'intérieur de toi. Et ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, une des plus grandes leçons humaines que j'ai, c'est que, tu sais, il y en a qui veulent du mal aux autres. Il y en a qui sont intéressés par le gossip ou les potins, tu sais. Mais la plupart des gens, là, c'est du bon monde. Oui. Puis moi, je fais confiance en l'humanité. Je refuse de baisser les bras puis de dire les forces destructives ou noires ou celles qui veulent du mal. Puis toi, tu sais très bien c'est quoi aussi, là. Tu en as eu dans ta vie, toi aussi. D'ailleurs, tout le monde, là, d'une manière ou d'une autre. Tu n'es pas obligé d'avoir un profil public pour savoir que ça existe. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tous nos jeunes sont confrontés à ça. Bien, je te dirais que maintenant, j'ai envie de donner au monde avec toute la certitude et l'ouverture en même temps de qui je suis. Je sais, je les connais, mes valeurs. Je sais ce que j'ai à offrir au monde. Je sais l'amour que j'ai en moi. C'est rendu une stabilité, ça, qui ne peut pas m'être enlevée. Puis en même temps, ben, je reste ouverte au changement, à l'incertitude. Je veux juste devenir une meilleure personne. Donc, j'apprends encore. Je sais que je vais faire des erreurs. Je sais que je vais me planter. Mais c'est correct. J'ai comme moins peur de ça. Bien, c'est souvent quand on a un échec ou quand on traverse une période difficile qu'on grandit. Oui. Parce que quand ça va bien, on se pose moins de questions. Ça va bien. Oui, mais c'est facile à dire, ça. Mais je pense que là, je regarde le monde dans lequel on vit, c'est les enfants, disons, qui sont toujours sur les écrans, ils jouent moins dans la nature. On est en train d'affecter le développement du cerveau chez l'enfant. On veut les surprotéger parce qu'on est insécure, parce que le monde nous fait peur en tant que parents. On veut tout contrôler. Et là, ce qui arrive, c'est que dans cette période d'attente d'expérience, on l'appelle, OK? C'est une période d'attente d'expérience, surtout vers l'âge de 6 ans et plus, que l'enfant prend des petits risques à petits coups.
Bon, ben s'il tombe en bas de l'arbre puis il s'écorche le genou, c'est pas grave. Il va faire une expérience, ça fonctionne pas. Mais ça, c'est ça qu'il faut. Il faut que l'enfant apprenne dans son cerveau que les petits risques à petits coups, il n'y a pas de problème. Il développe sa résilience. Il n'y a pas un parent qui le surveille aux 2 secondes, qui a peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne le prendre du parc. Donc, quand arrive l'adolescence puis l'âge adulte, le cerveau a déjà appris « je suis correct, je vais être correct ». Alors, l'âge adulte où c'est grand risque, grand coût, est-ce qu'on a été entraîné pour ça, pour cette aventure-là? Moins. Alors, on n'a plus la même résilience. C'est grave, ça me donne des frissons de parler de ça parce que c'est pas mon avis, là, c'est la science, là, c'est la recherche qui nous démontre ça. Oui, puis même, il y a beaucoup d'employeurs qui commencent à en parler aussi. Que c'est que les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont de la difficulté à prendre des commentaires. Ils ne savent pas comment gérer. Ouais. Il y a moins de nuances. Ouais. Ils calibrent moins. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ça prend des fois des proportions. Mais envahissantes, alors que c'est un milieu professionnel. Ouais. C'est difficile. Mais moi, j'aimerais t'entendre, parce qu'on a en commun, même moi, c'est vraiment à petite échelle par rapport à toi, mais quand on est la conjointe d'un politicien, il y a des bons sondages, il y a des mauvais sondages. Il y a plus de mauvais que de bons. On s'entend-tu que? Il y a des événements, il y a toutes sortes de choses. Et moi, je trouvais que le regard des gens changeait. Il y avait de l'évitement quand ça allait mal. Il y avait plus de téléphone ou de regard qui s'échangeaient quand ça allait bien. Tu sais, moi, je me souviens quand j'allais faire mon marché à Rivière-du-Loup, je le savais. Là. Je pouvais mesurer la température de l'eau juste en me promenant dans les allées par rapport à la politique parce qu'il y avait des malaises. Est-ce que tu as ressenti ça? Parce que c'est comme une position très particulière, être la conjointe d'un politicien. C'est une position particulière. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de compassion puis d'empathie envers tous les conjointes de politiciens qui sont vraiment exposés publiquement. Vu que je ne m'étais jamais considérée en tant que femme comme étant la conjointe de, pas comme ça que je me définis, moi, comme être humain. Ça fait partie du prisme de qui je suis, mais c'est pas qui je suis. Quand on me posait la question, je me souviens au début, c'est comment être la femme d'un premier ministre. De quoi tu parlez, vous autres? Là? Moi, je suis à la maison avec les enfants, je travaille, je fais du bénévolat constamment. Tu sais. Ma vie, c'est pas ce que vous voyez dans les médias avec les photos 5 fois par année quand je suis sur la scène internationale. C'est pas ça, ma vie. Donc, il y a ce que je vois dans les médias et ensuite, il y a ce que je vis dans mon quotidien. Je vois qu'il y a un fossé entre les deux. C'est terrible. Il y a un grand, grand fossé. Hein? C'est incroyable. Absolument. Moi, on prenait toujours pour acquis que je ne travaillais pas, que j'allaitais mes bébés 12 ans. Là. Tu sais, je veux dire... Arrête. Je me suis fait dire par une grande réalisatrice au Québec, productrice, nous autres, on pense que Sophie, elle se fait faire des manucures, je sais pas trop quoi. Tu sais, je suis sur un show de photos. Puis je reviens de travailler avec des filles sur une fondation filles actives, puis je viens de donner mon temps pour aller aider. Puis je m'attends pas à ce que les gens reconnaissent mon travail de bénévole. Mais que quand t'entends des affaires comme ça, tu te dis, attends une minute, là. Ça veut dire vraiment que la réalité est en distorsion. Oui. C'est grave. Ben, pas seulement pour nous, pour tout le monde. Tout le monde, ben oui. Moi, j'avais des recherchistes quand je suis arrivée dans le milieu de la télé. C'est comme si tout d'un coup, j'existais. Tu sais, puis, on cherche justement des femmes qui ont commencé à travailler à 40 ans. Ah, mais j'étais là, c'est sûrement le mauvais numéro. Là. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Ouais. Non, mais avant d'être en télé, toi, tu faisais rien. Mais quoi, je faisais rien? Mais parce que la politique, on dirait que ça mange les gens autour. C'est les conjointes, ça peut... puis moi aussi, être madame, tu sais, la femme de... Ouais. Encore aujourd'hui, des fois, je me le fais dire, tu sais, même si ça fait longtemps que la politique est derrière nous, et je réagis encore. Je suis incapable de faire la paix avec ça. D'accepter... Quelle paix? D'être la... Ben, tu sais, de dire, oui, c'est ça, je suis la femme de... À toutes les fois, je vais dire, je suis Marie-Claude. Ben, c'est ce que... Dans mon livre, je commence comme ça. Oui, exactement. C'est une blague, là. Je connaissais avec... Oui. Oui, bonjour, vous êtes la femme de... Je dis, oui, c'est Sophie, ça me fait le plaisir de vous rencontrer. Mais c'est pas méchant. Pas du tout. C'est pas malin. Mais sauf que ça peut être difficile pour nous, je trouve, à la longue. Ben, c'est parce que moi, je suis une personnalité forte. Oui. Donc, au début, je me dis, de quoi ils parlent, eux autres? Ils comprennent pas là, que c'est moi tu sais, je tenais le fort à la maison. Plus présente que ça, tu meurs. J'avais tout en charge. Donc, des fois, ça me fait penser aux mamans aussi qui sont à la maison puis pour qui on dénigre cette relation-là, ce rôle-là. Je trouve ça insultant. Ben absolument. Pour toutes les mamans. Ben oui, c'est comme si tu faisais rien. Ben oui. Tu sais, moi, je travaillais... Mais ma mère, elle a été qualifiée comme ça, ma propre mère. Moi, je vais te dire, j'avais même pas ce qu'il fallait. Moi, même si j'avais voulu rester avec les enfants,
j'avais pas cette force-là presque, parce que on n'est pas gratifié. Pas du tout. On n'est pas validé beaucoup dans ce qu'on fait. Puis des fois, en allant à l'extérieur, on est validé dans le monde professionnel, mais d'offrir ce temps-là, ça devrait être reconnu. Donc, toi, ta mère, elle a été de ces femmes. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec des femmes autour de moi. Certaines d'entre elles ont bâti des empires au Québec, là, OK? Puis d'autres, comme ma mère, qui ne travaillait pas, qui est une infirmière en psychiatrie avant que je naisse, une femme sensible, intelligente, mais qui a arrêté de travailler quand elle m'a eue. Parce que mon père faisait l'aller-retour entre Sainte-Adèle et Montréal, parce qu'il était banquier. Donc, elle a comme mis sa vie professionnelle de côté pour moi. Et elle me disait souvent dans les cocktails, les gens, bonjour, vous êtes qui, vous? Tu sais, puis elle disait, je suis la femme de, ah oui, vous faites quoi? Je suis maman à la maison, puis là, la personne partait. Ah. Donc, ça, là, peut-être que c'est différent aujourd'hui, mais la pression de, hey, tu sais comment c'est important hein, de rester à la maison avec tes enfants puis de leur donner tout, mais tu reviens au travail dans 6 mois, hein, tu vas être prête, hein? C'est paradoxal, c'est comme pire que jamais, mais d'une autre manière. Puis ton ventre d'accouchement, là, tu l'auras plus, hein? Puis t'es ride parce que t'as pas dormi pendant des mois, là. Tu fait quelque chose, là. Pardon? Je refuse d'accepter ce message-là. Et je vois des millions de femmes qui l'ont intégré. Ça me fait mal de voir ça. C'est ce ventre dont tu parles. Oui. Qui est si beau quand il y a un bébé magnifique. À l'intérieur, ouais. On touche le ventre, puis... Mais dès qu'on a accouché, faudrait que ça disparaisse. Ben oui. Alors qu'il t'a servi à donner la vie. Non, c'est... Mais, c'est... On vit dans une culture, je vais le répéter, qui récompense le reni de soi-même. Comment se détester le plus possible et le plus vite possible pour que les compagnies, les messages, la culture nous fassent sentir assez insécures pour que la majorité de nos efforts soient concentrés sur comment se changer pour être aimé. Quoi? Tu penses-tu vraiment que c'est pour ça qu'on est venu sur Terre? Non. Parce que notre créativité, elle est insultée dans ce processus-là. Notre sagesse, notre acceptation de soi, mais c'est pas une magnifique forme d'intelligence qui nous relie les uns aux autres. Ouais. Ça me fait de la peine. Ouais. Ça me fait de la peine qu'on en soit rendu là. Mais je pense qu'il y a un retour du balancier aussi parce que les gens souffrent trop. Les gens, oui, puis il faut... Tu sais, toi, tu étais bien dans ce que tu as fait et c'est ça qui est important. Bien, pas toujours. J'ai été dans le malaise pour être dans l'aisance psychologique. Puis tu sais, je fais pas pitié, là. c'est pas ça que je change. Mais c'est ton parcours. C'est mon parcours, je peux pas le changer. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, en tant que quelqu'un qui est sur le parcours de santé mentale depuis longtemps, tu sais, la santé mentale, c'est pas juste l'absence de maladie mentale, c'est le tissu de notre vie. Comment on dort, comment on se nourrit, avec qui on se tient, ce vers quoi on porte notre attention. Et dans tout ce cercle-là, on est à un traumatisme les uns des autres. Ça, c'est une de mes plus grandes réalisations. Toi ou moi, Marc-Claude, ou les personnes qui écoutent ou qui regardent, là, ça prend un traumatisme. Un grand traumatisme dans ta vie, un accident, un traumatisme émotionnel, pour que ton cerveau change, ton rapport à l'autre change, puis ton rapport à toi-même se transforme aussi. Ou une série de petits traumatismes chroniques. Tu t'en rends pas compte, mais c'est là. Puis à un moment donné, là, ton système nerveux, il fait « je suis plus capable ». Ton corps il tremble de l'intérieur. D'ailleurs, Dr Gabor Maté, qui est un de nos plus grands Canadiens de renom et qui traite du traumatisme chez les gens, qui touche tout le monde, hein? Petit trauma, comme j'ai dit, ou grand trauma. Oui. Okay? Tu sais, le sentiment de sécurité là, dans le triangle de Maslow, là, la pyramide des besoins primaires où il faut que tu aies de la nourriture sur ta table puis un toit au-dessus pour te sentir en sécurité. Si la sécurité émotionnelle n'est pas là, ça, c'est pas juste le fait qu'il n'y a pas un tigre qui va te sauter dessus, là, okay? Ou il y a un voleur qui s'en vient te faire mal. Mais c'est aussi la présence de connexion humaine. Si tu n'as pas la sécurité, toutes les cartes, c'est jeté, c'est terminé. La sécurité, c'est le sentiment le plus important chez chaque être humain. Que tu sois dans une grande maison avec 20 chars puis des diamants, si c'est ça ton rêve, ou dans une tente dans la nature, peu importe ta situation, si tu ne te sens pas en sécurité, ton système nerveux est en état d'alerte. Mais oui, puis là, tu développes le stress, l'anxiété, ton hamster, il n'arrête plus. Voilà. C'est parti. Mais ça touche n'importe qui. Mais un bébé doit être... Tu sais, un bébé, avant d'être aimé, doit être sécurisé.
C'est la première chose. J'ai des frissons parce que cette danse-là, j'appelle ça une danse parce que c'est comme une synchronie. C'est comme un rythme entre la mère, ça peut être un père, une grand-mère, une tante, je sais pas moi. La personne qui a pris soin de toi, là, Marie-Claude, je sais pas c'est qui quand tu étais petite. Là. Moi, c'était ma mère. C'est ta mère. Bien, disons quand tu pleurais, OK? Est-ce qu'elle te prenait jusqu'à temps que tes pleurs arrêtent complètement? Ou est-ce que quand tu faisais... c'était comme, OK, bébé, c'est assez. Là, on va jouer à d'autres choses. Regarde ça. Regarde maman ce qu'elle... Est-ce qu'elle détournait ton attention aux 3/4? Est-ce que ton système nerveux était complètement balancé et revenu au calme avant qu'elle passe à autre chose avec toi? Comment elle te regardait dans tes yeux, puis pendant combien de temps? Les gens ont de la misère aujourd'hui à soutenir le regard de quelqu'un d'autre. Ça peut être intimidant, ça peut provoquer des... Oui. On regarde plus un écran, on texte aux gens. Exactement. On a quasiment de la misère avec la voix. On n'appelle plus les gens. Tu sais, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je disais à quelqu'un, est-ce que je peux t'appeler? Je le textais. Ben oui, parce que c'est insultant si tu fais un FaceTime à quelqu'un sans leur dire. Déjà, avant, on appelait, tu sais, est-ce que... Tu sais, là, je me disais, OK, je demande la permission aux gens. On est rendu ailleurs. Mais tu sais, l'expression faciale, c'est la première chose que l'être humain perçoit d'un autre. Ben oui. Première chose. Détecte plein. Je pense que c'est milliseconde. En 1 milliseconde, c'est ça que tu détectes chez l'autre être humain. Alors, en pandémie, en isolation. Tu sais, l'isolation, c'est une forme de torture, hein, quand tu es en prison. Là. Ben, c'est pour une raison. Là. Sans connexion humaine, on souffre énormément, mais la plus belle source d'espoir, c'est que c'est la connexion humaine qui peut nous guérir. Puis nous ramener. Puis tu sais, pour les fonctions cognitives, la connexion humaine, en jouant, ça fait travailler le cerveau. Ben oui. Et tu n'es pas isolé. Tu es avec l'autre. Hein. L'isolement crée des maladies aussi. Il y a beaucoup... Moi, je travaille beaucoup avec des aînés pour les sortir de l'isolement. Oui. Puis ça change une vie. L'espérance de vie est plus grande si tu es entouré et si tu communiques. Mais les zones bleues sur la planète, il y a des reportages sur ça, qui sont les zones où les gens ont la plus grande longévité. L'élément commun à toutes les zones, c'est la connexion humaine. Absolument. Il y en a qui sont intéressés. C'est sur Netflix, les zones bleues. Alors, niveau jaune, tu les pieds, tu les brasses. Combien tu encore? m'en donnes 4. On va faire la même chose dans le niveau jaune. Tu vas en choisir une. Je vais en choisir une. Jusqu'à maintenant, ça va? J'adore. Voilà. Tu vas voir, c'est plus personnel, comme je te disais. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Je vais changer le mot. J'avais marqué trouble alimentaire, mais c'est désordre. À quel moment as-tu su que tu avais un désordre alimentaire? À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Quel impact ont eu sur toi les années où tu as porté le titre, je le mets bien en guillemets, Première Dame du Canada? Parce que c'est ça que tu étais pour l'ensemble des Canadiens. Je pense que j'en parle tellement dans le livre que celle-là, on peut l'enlever parce que j'en parle beaucoup. À quel moment avais trouvé un trouble alimentaire? Mais j'en parle beaucoup dans le livre, ça aussi. Mais si tu veux, tu peux en parler aussi. Puis à quel moment as-tu dû te tenir debout? Je sais pas quoi répondre, donc celle-là, encore, je vais être courageuse. Et la prochaine, c'est quel impact a eu sur toi ces années-là? Ou tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'abnégation dans... Oui, c'est beau, ça. On prend ça. Tu veux prendre ça? OK. Ces deux-là. OK, parfait. Bon, répète-moi là. À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? À plusieurs moments. À plusieurs moments où j'ai eu mal et j'ai dit, j'ai mal, pourquoi est-ce que tu agis comme ça? C'est ma limite. Ça m'a beaucoup servi. C'est arrivé une couple de fois dans mes amitiés. Moi, je comprends pas des fois. Ça, c'est un apprentissage que j'ai dû faire, que je fais encore. Moi, je suis directe. Okay? Je suis honnête. Je passe pas par 4 chemins pour partager quelque chose. Des fois, ça peut sortir peut-être trop brusquement. Puis j'ai fait mal aux gens que j'aimais. Puis ça me fait de la peine juste d'y penser parce que je veux jamais faire mal à quelqu'un. J'ai pas cette intention-là. Des fois, je me suis pensée trop bonne dans la vie, tu sais. Puis je me suis fait reprendre, bien comme il faut. Puis là, je me retrouvais dans ma chambre, puis je pleurais, puis je me disais, mais pourquoi t'es pas obligé de faire ça? Reviens à toi-même. Puis ces leçons-là, là, je les ai intégrées, puis je les ai jamais oubliées. Jamais. Puis pour moi, se tenir debout, là, ça veut dire être capable de se décomposer pour se remettre ensemble. C'est pas juste, hey, tu sais, comme, je suis forte, là, comme, j'ai la situation sous contrôle, je me tiens debout. Non, c'est plutôt d'aller dans ta plus grande vulnérabilité pour connaître tes défauts,
pour pouvoir, après ça, imposer tes limites de manière intelligente. Rationnelle. Oui. C'est-à-dire que tu les comprends, tu t'es mis, moi j'appelle ça se mettre en observation. C'est comme si tu t'observes, tu vois ta vulnérabilité. Pas sous-observation quand même. mais tu sais, dans le genre où tu te regardes aller, puis OK, j'arrive toujours avec... Tu sais, tu te rends vulnérable à toi-même et tu acceptes de ne pas être parfaite. Tellement. Puis ça, c'est une forme de leadership émotionnel. J'ai déjà entendu dire, c'est quoi le leadership émotionnel? Ça veut dire quoi, ça? De prendre une respiration profonde et vraie quand on n'a pas envie. D'être à l'écoute de quelqu'un qu'on n'a pas envie d'entendre. D'être patient dans un conflit quand on veut être impatient puis régler tout de suite. D'être dans une situation d'inconfort quand on n'a vraiment pas envie. C'est ça. C'est ça le leadership émotionnel. C'est d'être capable d'être dans un inconfort, un manque, dans l'incertitude et de dire « Attends une minute ». Ça crée une ouverture en moi. C'est Leonard Cohen, que j'adore, qui dit, tu sais, « There's a crack in everything, that's where the light comes in ». Il y a une ouverture dans tout, c'est là par où passe la lumière. Je crois beaucoup à ça. Que des fois, ça prend un déchirement, ça prend une rupture pour repasser avec le fil de tendresse. C'est bien dit. Tu sais, j'ai des frissons parce que cette tendresse-là, est-ce qu'on l'a envers nous-mêmes? Quand toi, tu fermes tes yeux le soir, Marc-Claude, là, ou quand les gens qui écoutent, là, quand vous êtes seul, là, comment vous vous parlez? Est-ce que c'est comme l'amoureux dont vous rêvez? Tendre, présent, patient, doux. Ce qui soutient. Parce que cette conversation-là puis ce ton-là, là, on n'est pas encouragé à le développer là, avec nous-mêmes. Puis tu sais, si on ne l'a pas envers nous, c'est dur de l'exiger envers les autres. Voilà. Quand on est dur avec soi-même. C'est ça. Tu sais, même, des fois, moi, en réunion, les gens vont dire, mais je parle pour parler, je vais parler pour rien dire. Des fois, j'ai arrêté de dire ça. Juste ça, c'est mal se traiter. Oui. Si tu dis quelque chose... Ben oui. Ça en vaut la peine. Si moi, t'es devant moi, là, je veux t'entendre. Si tu me dis, écoute-moi pas, pourquoi je t'écouterai pas? Tu sais, je pense des fois, on est plus dur qu'on pense envers soi-même. Moi, je sais que mon père était dur envers lui-même. Très, très dur. Je sais qu'il m'aimait, mais d'une certaine manière, j'ai ressenti ça envers moi. Moi aussi, j'ai été dure avec les gens que j'ai aimés par moments aussi. Mais je suis tellement tendre qu'il y avait des moments où que ça compensait pour ça, j'imagine. Tu sais. Je pense que c'est le plus grand travail qu'on va faire au cours d'une vie que d'être tendre envers soi-même. Puis cette sagesse-là, comme tu dis, ça nous permet de nous observer nous-mêmes. C'est le plus gros cadeau qu'on peut s'offrir, définitivement. Quand tu étais en trouble alimentaire, quand tu vivais ton désordre alimentaire, est-ce que ça, c'est une façon d'être dur envers soi-même? Bien sûr. Jamais assez bonne. Tu sais, les troubles alimentaires, boulimie, anorexie, orthorexie, bigorexie, boulimie nerveuse, là, name it, là, comme on dit. C'est la même chose que toutes les autres formes de compulsion. Premièrement, dans le cerveau, c'est le même mécanisme qui est stimulé, que ce soit la cocaïne, mais les drogues, le sexe, le jeu, peu importe c'est quoi, ou même les diètes sans cesse, l'obsession avec l'apparence corporelle. Les désordres alimentaires, c'est le bout de l'iceberg. Puis en dessous, il y a un manque de nourriture émotionnelle. C'est la même chose pour tous les gens qui essayent comment tu dis ça, de refroidir ou de geler leur douleur. Puis on le fait tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, j'ai compris, par moments, pendant que je souffrais d'un désordre alimentaire, que j'étais triste. J'avais une grande tristesse. Puis moi, j'avais une joie de vivre, et j'ai une joie de vivre contagieuse. Les gens m'appellent depuis que je suis toute petite leur soleil. Je reçois ça encore aujourd'hui, pour vrai, tu sais. Parce que moi, je veux que les autres aiment tellement la vie autant que moi que je veux tout leur donner pour qu'ils puissent avoir cet engouement-là. J'ai ça depuis que je suis née. Je ne sais pas d'où ça vient. Probablement de l'amour puis de l'énergie que mes parents avaient envers la vie. Parce que mes deux parents adorent la vie. Donc, je pense que ça m'a été donné. Puis cette lumière-là, elle ne peut pas s'éteindre.
Elle a été testée, par exemple. Il y avait un rétrogradeur. Un rétrogradeur. Oui. Exactement. Elle ne s'est jamais éteinte, mais... C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais quoi? Moi, j'adore comment une chambre ou une pièce est illuminée, OK? Puis même dans les restaurants ou peu importe, là, au supermarché, moi, les néons, là, ça me fait capoter. Tu aurais baissé la lumière. Toujours! Oui. Moi, je baisse toujours les lumières. On baisse les lumières. D'ailleurs, la science est en train de nous prouver, le soir, là, les grosses lumières éclairées, c'est vraiment pas bon pour se préparer pour le sommeil. Puis, je suis une fanatique de chandelles. Moi, j'allume des chandelles ici. Là. Alors, oui, ce rétrogradeur-là de l'âme, de l'émotion, si on est capable de le doser, on se donne tous les outils pour être assez sécure à l'intérieur de nous, pour ne pas avoir peur des différences de l'autre. Rosemarie Charret, que tu connais bien. Oui, une psychologue extraordinaire. Que j'adore, oui. qui est dans mon livre, oui. qui dit les gens qu'elle a rencontrés dans une vie les plus malheureux sont ceux qui ne sont pas capables de faire confiance à l'autre. J'ai essayé de me placer dans cette situation-là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fais confiance aux autres. Okay? C'est ma prédisposition. Ça doit faire mal de vivre de même. Ça doit faire mal de ne pas plus avoir eu confiance en ses propres parents, par exemple. Fait que tu es sur la défensive tout le temps. Ah, ça me fait tellement mal de penser à ça. Tu protèges ton territoire tout le temps. Exact. Tu n'es jamais en sécurité. Non, tu laisses personne rentrer. Mais non, ça fait bien trop mal. Fait qu'imagine, tu agrandis ton territoire, donc tu veux pas qu'ils viennent. Imagine, tu les vois venir de loin. C'est ça aussi l'isolement dans certains cas. C'est une forme de torture émotionnelle. C'est non volontaire, mais exactement. Mm-hmm. Je voulais juste te dire qu'à la table ici, à un moment donné, j'ai reçu Varda. Oui. Que tu connais. Oui. Puis elle nous parlait, tu sais, son premier enfant, elle était jeune. Puis elle l'a nommé. Là, elle a dit, il y a Sophie Grégoire qui a toujours été là. Quoi? Qui venait garder, qui se prêtait volontaire, qui n'a jamais été dans le jugement, qui était juste, je suis là si tu as besoin. Ça m'émeut quand tu me dis ça. J'ai l'impression que j'ai pas du tout fait... Je me souviens pas vraiment d'avoir pris ça entre mes mains puis avoir dit « faut que je l'aide ». C'était juste normal. Je suis pas rentrée dans sa vie privée, mais à l'école, je me souviens... Moi, je prenais des belles notes de cours. J'aimais ça. Il fallait que ça soit propre, qu'il y ait des belles couleurs. Et puis, j'étais une étudiante aguerrie. J'étais bonne à l'école. J'étais curieuse. Puis Varda, elle arrivait, puis elle, il fallait qu'elle prenne soin de son petit avant. Puis je la regardais, j'étais comme « Hey, attends une minute, là. Elle va faire comment pour arriver, elle? » Je dis « Tiens, prends mes notes. » Mais tu sais, ça, c'est l'enfant. Ça, c'est moi. Ça, c'est Sophie. Est-ce que tu veux goûter à mon plat? Est-ce que tu veux partager ça? Est-ce que tu veux mes vêtements? Moi, tout ce que je veux, c'est de donner. Même que de recevoir, pour moi, là, ça me fait trembler. Là, quand quelqu'un me fait une douceur, je suis comme mais merci. Ça me touche, ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. Quand quelqu'un met sa main sur moi et dit « Non, mais comment ça va comme pour vrai? » Ça vient me chercher. Ça m'émeut. Donc, quand quelqu'un dit ça, pour moi, ça n'a jamais été un effort de donner. Je vis comme ça. Mais elle, tu vois, ça l'a marqué. Bien, ça me touche énormément. Que tu sois là pour elle. Ouais, ça me touche. On aime Rosemarie Charret, puis je vais passer à l'autre question après, mais je l'ai reçue souvent dans les émissions que j'ai faites, puis je la reçois aussi dans le Marie Club. Puis, à un moment donné, elle a donné l'exemple des poupées russes. Puis, honnêtement, avant de venir ici, j'ai cherché des poupées russes. J'en ai pas trouvé parce que je voulais t'offrir ça. Oh. Parce qu'elle dit, dans la vie, des fois, on va montrer notre grosse poupée, mais il y en a différentes. Et celle qu'on cherche toujours, c'est celle qui est dure, la dernière. Ça, c'est notre essence, qui on est. Mm-hmm. Et je trouve que ton livre, c'est un peu ça. Ça nous dépouille. Ça l'enlève des poupées pour trouver celle qui est dure, celle qui est le cœur, celle qui est notre essence. Marc-Claude, quand j'étais petite, j'adorais jouer avec une poupée russe. Il y en avait une dans ma maison. Je ne sais pas trop pourquoi quelqu'un nous avait donné ça. J'ai passé des heures à jouer, puis à les sortir, puis les remettre. C'était quelle la plus petite? Puis la plus petite, elle me fascinait tellement. Puis tu as tout à fait raison. Je pense que toute ma vie, j'ai été à la recherche de la petite, mais c'est bizarre qu'elle soit dure, qu'elle soit solide. Oui. Parce que l'enfant en nous suit toute notre vie, puis j'en parle tellement dans le livre. Et quand on est capable de se reparenter, de devenir son bon parent, cette petite figure-là qui est toujours en nous, moi je la vois souvent dans le cœur, les cheveux tout ébouriffés, parce que tu sais que j'ai une grosse crinière de lionne, puis quand j'étais petite, ma mère me faisait des tresses, 1 heure après, c'était tout partout, les genoux écorchés, puis
Mais ça, c'est Sophie. Puis cette Sophie-là, elle se soucie pas du regard du monde. Elle est libre. Puis elle est bien. Elle est à l'écoute de l'environnement. Puis là, j'en prends soin d'elle. Puis elle est peut-être solide justement parce que j'ai jamais arrêté de faire le travail de vouloir la comprendre. Mes déserts alimentaires ont été des périodes extrêmement dures dans ma vie, mais ça a été un cadeau à la fin de compte, en fin de compte. Parce que tu as dû travailler, tu as dû apprendre à savoir qui était Sophie, justement. Oui, puis je le dis ça aux gens qui ont des compulsions. C'est le plus beau cadeau dans le pire des emballages. L'emballage, il pue, il est laid, il est pas beau, il est mal collé. Le pire cadeau que tu aurais pu t'imaginer là, visuellement. Mais si tu as la patience et tu prends le courage de l'ouvrir, d'aller vraiment voir, je pense que tu goûtes à ce que c'est de vraiment être un être humain, puis tout le potentiel humain. Ça me fascine. Le potentiel humain. Regarde la planète sur laquelle on vit en ce moment. Le potentiel humain est en danger. Oui. De par l'environnement, de par la polarisation, la division entre les êtres humains, de par les forces noires qui nous guettent, de par l'intelligence artificielle, de par du fossé entre les riches et les pauvres, de par le fait qu'on abuse la planète. Mais le potentiel humain, là, si on arrête d'y croire, puis si on arrête de le développer, bien, ils vont gagner, les méchants. Là. C'est notre responsabilité de devenir l'individu de qui on est. La meilleure version de soi-même. Exactement. Trouver sa petite poupée. J'aime ça. On va garder ça. Trouver sa petite poupée. La solide. La petite oui. solide. Oui, puis c'est ça. C'est elle qui est la seule qui est dure. Parce que là, elle, c'est la fin, là. Ouais. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. On a tout enlevé, la para. Oui. Et bien, des fois, des gens, on dirait qu'on va se protéger en mettant... On va pas montrer tout de suite la petite parce que c'est notre vulnérabilité. Mais tout le monde essaie de se protéger. Ben c'est correct. Ben oui. Si tu en es conscient de ce que tu fais. C'est ça, mais si tu sais qu'est-ce que tu protèges. Oui. Tu sais? Oui. C'est ça qui est important. Tellement. La dernière question jaune, je suis contente qu'elle soit sortie. Parce que ça, je me demandais si ça avait eu un impact sur toi. Parce que je trouve qu'on en a parlé quand même tantôt un peu, mais il y a une question d'abnégation aussi. De mettre sur la glace certaines choses, d'avoir aussi des militants. Tu sais, il y a un parti... Quand on est un chef de parti, on est premier ministre, on est un chef de parti, il y a des militants. Il y a beaucoup de couches de gens qui gravitent autour. Et des fois, on ne veut pas faire de tort à personne parce qu'on n'est quand même pas une personne élue. Mais on fait quand même partie des porte-paroles. Tu as pris la parole. Quand tu parles, quand tu parlais, il y avait quand même... Ça pouvait, des fois... Est-ce que ça pouvait nuire? Tu sais, il y a quand même un stress qui est là. Est-ce que ça t'a changé? Oui, au passage, oui. En plein milieu là, des tornades, oui. Ça m'a changé parce que ça m'a fait voir des courants et des forces destructrices qui existent partout dans les sphères de la société, pas juste en politique. Non. Que j'ai voulu comprendre davantage. Mais quand ça prend place et qu'il y a un stress chronique qui s'installe parce que ta sécurité émotionnelle et physique est en danger à chaque jour, puis celle de tes enfants aussi, puis de ton partenaire, tu sais c'est quoi? Parce que vous avez eu des menaces. Bien, tout le temps, il y en a tout le temps. Tu te dis, là, tu essaies de repousser, tu sais, pensez à vous dans votre vie en ce moment. Là, c'est quoi qui vous inquiète? C'est quoi votre plus grande insécurité? Puis là, disons qu'il y a des menaces par rapport à votre sécurité à tous les jours, de différentes manières. Si tu es un prof à l'école, si tu es un élève, peu importe, un partenaire abusif, je ne sais pas c'est quoi. T'sais. Mais on en a tous, c'est tout. Et là, à un moment donné, tu te dis, attends une minute. Ça, c'est les forces extérieures, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Puis qu'est-ce qui se passe dans mon monde immédiat autour de moi? Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité? Puis d'avoir peur pour la sécurité de ses enfants, n'importe quelle mère n'aime pas ça. C'est clair, là. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses des compartiments. Tu sais, on dit que les hommes sont bons à la compartimentalisation. Je ne suis même pas capable de dire le mot, pour dire. Ben oui, mais la compartimenter. Compartimenter. Oui. J'ai eu de la misère à compartimenter. Donc, ça m'a appris à créer des petits tiroirs, à ouvrir à différents moments. Et je pense que j'ai compris c'est quoi être au service des gens. Premièrement, quand tu te retrouves dans un rôle où les gens croient en ton rôle ou t'appelles première dame ou peu importe, même si moi, j'y croyais pas que c'est
moi, je pensais que c'est juste Sophie, là. C'est pas un rôle que je joue, c'est juste moi. Puis je vais donner comme je peux, avec les qualités que j'ai. Puis les défauts que j'ai des fois, tu sais, non, que j'ai toujours, mais qui s'articulent par moments. J'ai dû réviser comment mon corps réagissait au stress. J'ai dû faire attention. J'ai dû créer de la distance entre la critique constante et qui on est, qui je suis, qui mon partenaire est, qui mes enfants sont. Pour me rassurer, parce qu'à un moment donné, sinon, là, tu te laisses... je veux pas dire manger par tout ça, mais gruger un peu, tu sais. Oui. Tu le sais, là, Ben, c'est quoi? oui, c'est-à-dire que tu suis trop les vagues. Exactement. Tu ne sais plus où ça t'amène. Donc, tu perds une direction, tu perds ta direction. Mais la leçon que j'ai intégrée avec les années, là, ça fait quand même presque 12 ans, là. Oui. Pas d'être élu, là, premier ministre, mais d'être sur le chemin politique, tu sais, comme... Ouais. C'est que c'est pas personnel. Ce sont des mouvements de population. Ce sont des insécurités, de la peur, des fois un manque de connaissances. La vérité étant en distorsion dans notre société. Donc, les gens se font une perception erronée d'une réalité. Ça, c'est grave, par exemple. Ça, il faut travailler à changer ça en tant que société parce que c'est grave. Ça nous guette à tout point de vue. Alors, j'ai créé une distance et j'ai compris que ce qui se passait dans ma vie de tous les jours était beaucoup plus vrai que ce qui pouvait me faire peur de l'extérieur. Que la majorité des gens ne me veulent pas du mal. Et que je suis en sécurité. Et que dans les contextes où j'ai besoin de sécurité, la sécurité y est. Puis on est protégé. Plus loin que ça, je peux rien contrôler. À un moment donné... Donc, tu as appris le lâcher prise. Oui. Oui. Fait mal. C'est dur, lâcher prise. Parce que ça laisse place à l'incertitude, puis le cerveau humain déteste l'incertitude. Ouais. Mais dans mon livre, je parle du grand psychologue Philippe Stutz, qui, tu sais, l'acteur, le comédien là, hilarant Jonah Hill, là, lui, il l'a comme psychologue, tu sais, puis il a fait un documentaire sur leur relation qui est extraordinaire. Si jamais tu n'as pas vu ça, c'est à voir. Pas vu le documentaire. Ça s'appelle Stutz. C'est magnifique. Et ces deux hommes, de voir la vulnérabilité émotionnelle entre ces deux hommes-là, c'est une leçon pour tous les hommes sur la planète. Qu'on insulte à tous les jours avec la notion de masculinité qu'on leur impose aussi. Je l'ai toujours dit, ça. Je trouve ça épouvantable. Puis nos petits garçons, puis nos hommes sont beaucoup plus matures, sages et magnifiques que ce qu'on laisse entendre par, encore une fois, des courants de pensée qui vont piquer dans l'insécurité et la peur des garçons. Puis qui leur disent « Hey, man up! » C'est pas ça que ça veut dire. Et il n'y a personne qui est invincible à ces courants-là, parce qu'on est tous insécures d'une manière ou d'une autre. Fait que je te dirais que, pour répondre directement à la question, j'ai jamais pensé que j'étais dans un rôle pendant que j'étais comme première dame, là, c'est comme ça qu'on va appeler ça, hein, non officielle du Canada. Et je me suis révisée de l'intérieur pour me rappeler que je suis là pour être au service de l'autre et que si je me laisse divaguer de mon chemin, si je me laisse me faire peur ou m'intimider, je déroge de mon service à l'autre. Peu importe si mon partenaire est en politique, ma vie à moi. Moi, je veux être au service de l'autre. C'est ça que je veux faire. Je veux que l'autre soit aussi en amour avec la vie que moi. Puis pour ça, ça veut dire que les gens doivent regarder leur traumatisme. Je comprends enfin mon essence de femme. Puis ça m'émeut parce que ça prend du temps, hein, d'être en paix avec ça. Ça prend du temps. Puis il y en a qui ne le sauront jamais. Mais je sais. Mais ça prend du courage. Tu te dis quelquefois le mot courage. Oui. Le mot courage, ça veut dire aussi faire face, accepter peut-être qu'il y aura des changements. Tu sais, et ça fait peur, le changement. Très peur. Donc, des fois, on ne va pas dans des zones parce qu'on sait que si on s'avance, on avance. On est bien dans nos couvertures douillettes. Il y en a peut-être qui ne nous suivront pas. Ou il y en a peut-être d'autres qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on ne connaît pas aussi. Si on avance, qui et quoi on perd? C'est ça. Mais si on avance, qui est le seul moyen de se développer dans la vie et d'évoluer, il n'y a jamais d'évolution sans crise.
C'est clair. Non, puis en même temps, si tu n'avances pas, le doute est toujours là. Si j'avais. Tu sais, il peut avoir des regrets. Il peut... Des fois, il peut avoir même des remords de ne pas l'avoir fait. Il n'y a rien de pire que ça. Tu sais, les remords, c'est épouvantable. Tu sais, quand j'enseigne le yoga et la méditation, que ce soit à des jeunes ou des adolescents ou des adultes, à la fin de la session, quand tout le monde est en position du défunt, donc sur le dos, les jambes allongées, puis les bras allongés, puis les yeux fermés, comme un enfant, quand tu sais, en petit pyjama à pattes là, qui dorment, là, tout le petit corps ouvert, là, que je lui mangerais tout rond, là, ça me rappelle mes enfants, ou tous les enfants, je les mangerais tous tout rond. C'est un cadeau, c'est un don, un moment de silence entre êtres humains, parce qu'on n'a pas encore compris que le repos et le calme, c'est notre version la plus belle de soi. Et un esprit et un cerveau au repos, c'est le seul moyen dont on a pour faire sens de la vie. Surfatigué, épuisé, les femmes, les mères, les messieurs qui ne rejoignent pas les deux bouts, stressés, anxieux au travail. On est dans un mode de survie au lieu d'être dans un mode de création. Et puis, les structures de notre société n'aident pas à ça non plus. Alors, de penser qu'on ne mérite pas le repos et le jeu. Tu sais, un animal qui arrête de jouer, souvent, c'est parce qu'il est malade. Mais on est pareil. Nous, en tant que mammifères humains, oui. On est pareil. Oui, oui. Mais la capacité d'émerveillement, oui. Elle s'éteint souvent. Exactement. Alors que c'est ce qui nous anime, cette capacité d'émerveillement-là. Puis, tu sais, le jeu, là, tu sais, ça veut pas dire juste jouer aux cartes, là, ou jouer au Monopoly ou au Scrabble, là. Le jeu non structuré, j'en parle dans le livre, puis ça, c'est venu me toucher, comme tu peux même pas t'imaginer, ça va te toucher, je le sais. Gordon Neufeld, qui est un des plus grands spécialistes de l'enfance, de l'adolescence, okay? Il nous en parle dans le livre. Il s'est fait appeler en Ukraine durant la guerre parce que les professeurs ne savent plus comment gérer le stress des petits amours, des petits enfants. Parce que les enfants entendent les bombes tomber ou ils savent qu'il y a toujours quelque chose, un danger qui les guette. Puis les enseignants lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, vous prenez le curriculum, vous mettez ça de côté, vous laissez les enfants jouer. Parce que quand un enfant joue, même si les bombes tombent, son cerveau lui dit, mon petit gars, ma petite fille, t'es en sécurité. Fait que ces bombes-là qui peuvent tomber dans notre famille, à l'école, dans les organisations dans lesquelles on travaille. T'sais. Puis là, on n'est pas en train de comparer les bombes d'une guerre avec celles qui sont... Mais je parle des dimensions à nous. Exactement. Des traumatismes qui nous guettent. Puis du mal qui guette. Bien, si on continue à jouer, à se sentir libre de jouer, d'avoir de l'humour dans notre vie, d'avoir une connexion humaine saine, on va être capable de passer au travers. Puis tu parles de Viktor Frankl aussi dans ton livre. Qui voit aussi le fait de voir aussi la vie à quelque part comme un jeu, alors qu'il était dans les camps de concentration, qu'il y avait il s'en est sorti, puis il y a toute une leçon de vie à travers tout ça. Mais lui, ce qu'il dit, d'avoir vécu les camps de concentration puis d'avoir vu tellement de gens autour de lui mourir, c'est que les gens qui n'ont pas cette confiance spirituelle, qu'on va appeler, c'est pas religieux, là, mais qui n'ont jamais ressenti de part de comment ils ont été élevés ou peu importe leur expérience de vie, qu'il y a une force plus grande que nous, que ce que l'on voit à l'œil, qui nous unit. Juste à le dire, j'ai des frissons. C'est nous unit en tant qu'être humain. Et c'est plus grand que toutes les différences qui peuvent nous diviser. Il faut laisser aller ça. Il faut l'accueillir à quelque part, ça aussi. Puis je pense que ça nous est confirmé de par les relations d'amour et d'amitié qu'on a entre les êtres humains. Oui, il faut laisser aller. Ouais. Non, mais tu cites vraiment beaucoup. Moi, j'ai pris plein de notes là, dans mon cellulaire de faut que j'aille lire sur cette personne-là. Tu m'as fait découvrir plusieurs spécialistes à travers. C'est un commentaire que j'ai souvent, puis ça me fait plaisir parce que peut-être que ça va mener sur une autre piste, tu sais, pour chaque personne. Oui. Tant mieux. Ben oui, parce qu'il y a des choses qui viennent plus nous chercher, qui ne sont pas réglées. Ben oui. Là, ça, j'ai envie d'aller plus loin. Alors, on est rendu au niveau rouge. Et? Tu vas me donner 3 questions, 3 cartes. Je cherche le nom. La Vita est Bella. Ben Attends, tu vas dire quoi? Parce que tu me chavires, là. Ben non, mais ce que je vais dire, par rapport à ça, c'était la notion de jeu. Tu te souviens, tu avais le père avec son garçon.
et dans les camps de concentration. Qui marche comme un Oui, un pantin il sait qu'ils soldat. sont dans un camp de concentration et jamais il dit à son Arrête. fils. J'ai trouvé ça tellement beau, cette scène-là. Je l'ai écrit sur papier il y a quelques jours avant qu'on se rencontre, Marie-Claude, parce que quelqu'un m'a demandé une des scènes qui t'a le plus renversée dans un film. Bien, c'est celle-là. Ben, Tiens-toi tes questions. non, mais parce que quand tu parles le jeu, puis on parle de Victor... Tu sais, je veux dire, je pense à cette scène-là. Parce qu'on dirait qu'elle était vraie. L'humour du cœur peut dédramatiser n'importe quel traumatisme humain. Moi, cette scène-là m'a changé. Oui, moi aussi. Parce que je me disais, OK, il faut savoir s'amuser. Puis pas seulement ça, c'est que ça aurait pu être toi ou moi dans ce camp de concentration-là. Nous, Oui. on a juste été bien loqueuses, OK? C'est-à-dire que tu ne changes pas la destinée, mais tu modifies quand même la façon de vivre ce parcours-là. Oui. De croire en la bonté humaine. Oui. Ouais, c'est tout. À tout coup, sans arrêt, sans jamais lâcher. Et sans dramatiser. Oui, mais ça... C'est déjà, le drame est déjà tellement grand. Oui, mais on dramatise tellement. Parce qu'on a tellement peur d'être abandonné. Exactement. C'est pour ça qu'on dramatise. Tu vois, on revient toujours à cet abandon-là. Ben oui. Hein, à cette Ben oui. crainte. Ouais. Niveau rouge, tu en choisis une. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Non, parce que j'ai déjà répondu. Quel est le pire événement que tu as vécu? Et si je te pose cette question-là, c'est parce que tu l'as posée, toi, quand tu es retourné au collège Brébeuf. Tu as posé cette question-là à des jeunes filles. Dans ton livre, tu en parles. Oui. Quel est le pire événement que tu as déjà vécu? Parce qu'elle a l'air dure, mais c'est parce que je voulais dire qu'elle vient de ton livre. En quoi ton énergie sexuelle et ta sensualité ont dérangé? Ça, tu en parles, puis je comprenais pas tout à fait. Je dis, je vais mettre une question par rapport à ça. Oh. J'ai envie de te laisser choisir pour te donner la liberté de l'intervieweur. Mais tu veux-tu que je choisisse ou tu veux choisir? Ben, c'est toi qui vas choisir. Okay. Je te laisse choisir. Je vais prendre la plus difficile, puis je m'en veux déjà, mais je vais prendre la plus difficile. C'est celle-là. En quoi ton énergie sexuelle et ta sensualité ont dérangé? Ont dérangé ma mère dans son inconfort par rapport à son propre corps. Ma mère m'a souvent dit, j'ai appris à travers toi par rapport à la sensualité, puis le fait d'être femme, puis comment s'affirmer là-dedans, comment prendre sa place. J'étais très à l'aise dans mon corps parce que moi, j'ai fait confiance à mon corps physique depuis un jeune âge parce que mon père m'a permis de pousser mes limites physiques. Alors, j'ai eu confiance dans mon corps. Et je pense que cette confiance-là, à travers l'activité physique, à travers prendre des risques, m'a servi lors de mes relations sensuelles, érotiques. J'avais pas peur du risque. Je me sentais en confiance. Cela dit, j'avais des partenaires qui m'offraient cet environnement de confiance-là. Ça a dérangé... Tu sais, moi, j'adorais Madonna. Puis je me souviens de son livre « Sexe ». Et là, je ne savais pas de quel bord le Son regarder. livre qui était fermé. Je me souviens, il y avait un cellophane. Je me souviens très bien de ce livre-là. On l'achetait. Je peux te dire que j'ai déchiré le plastique. OK? Puis je le virais de bord, tu sais. Je le regrette-tu du bon sens? Il y avait des photos là-dedans. J'étais comme « wow! » Puis, tu sais, moi, j'étais aventureuse dans l'âme et je voulais expérimenter. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, je pense que je me suis jamais sentie jugée par mes amis, mais si mes amis étaient là pour lire cette question-là, ils feraient comme « Oh boy! » Oh boy! OK. Oui, moi, pour moi, étant dans une relation de connexion physique, c'est comme peindre une toile. C'est comme écrire des paroles d'une chanson. C'est un langage. La sexualité, c'est un langage. C'est une intimité émotionnelle et physique. Donc, une partie de ma personnalité s'explore et se décline à travers ça. Je pense que ça dérange aussi dans une famille où le ton n'était pas sexuel ou sensuel. Il n'y avait pas d'allusion à ça. Et quand j'en ai entendu parler, ça, c'est des commentaires que j'entendais, là. Je me souviens quand j'allais à notre maison de campagne, au chalet de mon grand-père. Des affaires épouvantables que je répéterais même pas. Et que pour moi, j'entendais ça. Je me souviens d'une, c'était comme quelque chose comme « Es-tu belle, ta petite sœur? Un pas pire. Ah ouais! » J'ai entendu ça, moi, dans ma vie.
dans mon enfance. C'est dégoûtant. Oui. Ensuite, au camp, quand j'en parlais. Cindy est dans le buisson. Tout le monde répondait « viol ». Écoute, les affaires, là, c'est ni queue ni tête. Là, Puis moi, je suis une féministe, je suis quelqu'un qui s'est battu puis qui va continuer à se battre pour le droit des femmes, des filles à travers le monde, qui est bafoué juste parce qu'on est des femmes puis des filles. Fait que ces messages paradoxaux-là, je pense, m'ont poussé à prendre le contrôle de ma sexualité, de ma sensualité. Et je ne sais pas si ça a dérangé, mais ça peut probablement peut-être bousculé ou... J'ai repris tes mots, hein, pour... Ah oui? Parce qu'à un moment donné, tu dis déranger. OK, oui. Peut-être que ça a dérangé. C'est pour ça que sinon, j'aurais pas mis déranger. Souvent, j'ai eu des amis qui ont dit « Quoi? Tu voudrais faire quoi? » Ou genre, on va aller voir Sophie, on va savoir ce qu'elle en pense, tu sais. Je me souviens même, à un moment donné, ma meilleure amie m'avait dit « Mais si t'es là, je me sens en sécurité. » Pour faire des affaires avec mon chum, tu sais. Pas là, dans la salle, mais si t'es là, pas loin, là, tu sais. Puis que tu me dis que c'est correct, c'est correct. Donc, t'étais comme une conseillère. Oui. Oui, dans mon groupe, là, oui. Encore aujourd'hui, J'ai pas vraiment beaucoup de tabous, donc j'espère. Puis avec tes enfants, est-ce que... Bon, Adrien est quand même assez jeune. Est-ce que tu fais de l'éducation sexuelle? Oui, nous autres, à table, là, tu sais, dans notre cuisine, là, on s'engueule, on pleure, on rit, on se pitche en bas du... Tu sais, mon fils est comme... Mon petit garçon est en haut du réfrigérateur pendant que je suis en train de faire la cuisine, puis il joue à un jeu, là, avec sa sœur, tu sais. Tout se passe dans notre cuisine. Puis on parle de tout. Puis oui, absolument, souvent, je vais faire des allusions à la sexualité, comme si de rien n'était, là, comme si on parle de bananes puis de pommes. Puis des fois, ça passe, sans problème, parce que mes enfants sont pas barrés. Ça, je peux te dire ça. Moi, je suis née dans une maison, on n'était pas barrés. J'ai entendu toutes les couleurs, toutes les saveurs. J'ai vu, pas vu, mais il y en avait pour tous les goûts, tu sais. Puis je pense que mes enfants savent que j'ai pas vraiment de malaise à ce point de vue-là, mais je suis pas certaine qu'ils veulent entendre tout ça à table à cuisine. Des fois, c'est comme « Maman, tais-toi, arrête! » Parce que t'es la mère. Ben oui, là, c'est sûr. Est-ce que tu penses que tu pourrais écrire ou faire un documentaire ou quelque chose sur la sexualité, la sensualité? Absolument, aucun problème avec ça. Parce que pour les femmes, il y a encore une gêne, Bien sûr, à quelque part, de dire je prends ce pouvoir-là qui est celui de ma sexualité, de ma sensualité. C'est une énergie aussi. Non, mais on dit aux femmes, tu sais, elle a l'air d'une porn star, mais agis pas comme ça, par exemple. Danse, tu sais, sois libre, sois toi-même, mais attention à tes hanches, t'es aguichante quand tu fais ça. Excuse-moi, mais la vie, encore une fois, est d'un spectre à l'autre. On peut être tout ça sans se sentir trop prude ou trop la madone. T'sais. Puis je pense que tu as raison, Marc-Claude. La plupart des femmes ont encore un malaise à exprimer leur sexualité, leur sensualité. Mais on se fait dire de l'exprimer de manière tellement tordue. Mets ces cils-là, mets ces cheveux-là, mets ces seins-là. Enlève tes rides, mets ta poitrine comme ça. Ta taille devrait être comme ça. Là, tu sais, au lit, il faut que tu te comportes comme ça si tu veux que ton chum soit aussi excité que ce qu'il voit dans les films porno. Hey, c'est quelque chose. C'est trop de prise de conscience. Ben, c'est le contraire. Il n'y en a pas de prise de conscience. C'est comme une espèce de renie de soi-même, encore une fois. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça veut dire que pendant, c'est que tu penses à trop d'affaires. T'es pas ni dans ta tête, pas dans ni l'abandon. Dans ton corps, mais c'est ça. T'es pas dans ta présence de corps. Parce que ça prend l'abandon. Oui, puis ça prend des hommes qui sont bien dans leur peau et qui aiment les femmes pour qui elles sont. Oui. Est-ce que tu as déjà fait peur à des hommes? Peur? Par le fait que tu assumes, c'est-à-dire ou non, je pense pas peur. Non, je pense pas peur. Non, j'en ai pas eu. Hey, ça se peut pas, là. Non, j'ai pas vu de la peur dans leurs yeux, non. Mais de la surprise ou de... De la surprise positive, peut-être? Oui. Il y en a aussi qui m'ont guidée vers là, hein, qui c'est magnifique aussi. J'aime guider comme j'aime guider aussi. Mais je pense qu'on a tout un travail à faire au niveau de la sensualité puis la sexualité de la femme encore dans notre société. Puis qu'on arrête d'être bombardé avec des messages qui nous demandent de nous transformer pour ressembler à des gens qui n'existent pas. Mais ça, je pense que dans la sexualité et sensualité féminine, ça a beaucoup d'importance, ce que tu dis. Ben oui.
d'être gêné des fois de se montrer. Mm-hmm. Donc, ça enlève la connexion avec son corps, ça enlève cette liberté qui exige à quelque part une vie sexuelle aussi épanouie. Ça enlève le goût de l'amour, qui est le goût, qui est la forme de présence la plus belle au monde. On n'est pas obligé d'avoir la sexualité dans notre vie. D'ailleurs, les spécialistes en parlent dans mon livre, pour se sentir épanoui. Mais le toucher humain, oui, en toute sécurité et dans l'abandon, absolument. Puis ça, c'est le début d'une sexualité. Hein? Ou ça peut être juste une partie d'une sexualité. Il y a des gens qui n'ont pas de sexualité, de pénétration en tant que telle, mais qui sont épanouis dans leur intimité. Oui. Bien, ça ne devrait pas nous dire quelque chose, ça? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à cette liberté-là? Il faut regarder nos traumatismes de plein fouet. Il faut regarder comment on a été élevé dans notre enfance et les traces que ça a laissées en nous. Il faut avoir le courage d'avoir mal, parce que c'est dans ce mal-là que se trouvent toutes nos réponses. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller puis se faire mal, là. C'est pas ça. C'est que quand on se regarde dans notre pure vérité, ça fait mal. Comme société, ça fait mal, parce que ça fait mal de s'avouer le mal qu'on a fait aux gens qui sont venus avant nous, que ce soit les communautés autochtones, la colonisation et tout ça. Ça fait mal, c'est pas le fun de voir ça. Mais il faut y faire face pour évoluer. C'est la même chose chez l'individu. Si on ne se rend pas responsable de notre processus de devenir qui on est, bien, on vit d'une manière inconsciente. Parce que la conscientisation, c'est ça. Est-ce que le yoga, qui est arrivé dans ta trentaine environ oui. dans ta vie, oui. T'étais déjà à l'aise de tout ça, mais est-ce que ça a encore approfondi ce chemin-là? Absolument. Tu sais, le yoga, les gens pensent, tu es assis sur un coussin puis tu bouges pas, ou il faut que tu sois super flexible pour mettre tes pieds en arrière de ton cou. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Yoga, ça veut dire yoke. Yoke, en anglais, ça veut dire d'amener ensemble, disons, dans un œuf, le blanc puis le jaune, là, de l'amener ensemble. De revenir à ta nature propre, d'enlever toutes les espèces de voiles et de confusion, d'illusions qui font que tu n'es pas capable de connecter avec toi-même et avec l'autre, de par tes traumatismes, de par tes expériences de vie, pour revenir à ton essence pure. Dans une pause de yoga, bien que ça peut être une pause très relaxante ou très demandante, et moi j'en essaye plusieurs, ce qui est le plus important, c'est que ta respiration soit plus grande que ta pause. Toujours. C'est ça le yoga. C'est le leadership émotionnel. Prendre cette grande respiration quand tu n'as pas envie ou quand tu es dans un effort que tu penses que comment je fais pour me tenir comme ça sur mes deux mains avec mes genoux dans les airs, c'est parce que je suis capable de respirer consciemment et que je vais au-delà de l'effort dans la présence. Que tu sois dans une relation puis tu as un conflit, que tu sois au travail, ça ne va pas avec ton employeur, que tu sens une émotion de colère avant de frapper quelqu'un, peut-être que c'est ça ton traumatisme. Le leadership émotionnel, c'est de savoir ce qui se passe dans ce moment-là pour être capable de contrôler tes propres actions. À la fin d'une session de yoga, souvent, je ramène tout le groupe, parce que souvent, les gens sont endormis, sont dans le calme total. Dans un état de bien-être. Magnifique. Et ça, c'est la plus belle chose à voir. Tous ces corps-là, ces esprits-là, dans une sensation de bien-être, de sécurité. Souvent, je vais dire, amenons nos mains sur notre tête pour que nos pensées soient les plus claires possibles. Ensuite, d'amener les mains aux lèvres, que nos pensées claires nourrissent nos paroles remplies de compassion envers nous-mêmes et envers l'autre. Et finalement, au cœur, que nos pensées claires et que nos mots tendres et remplis de compassion guident nos actions sages pour le bien-être de soi-même et de tout le monde autour de nous. Est-ce que tous les corps peuvent faire du yoga? Tous les corps peuvent faire du yoga. Tu peux faire du yoga sur une chaise, si tu veux. Moi, je connais un enseignant qui est quadraplégique et qui enseigne le yoga. Et il s'est tellement mis en connexion avec le corps qu'on appelle le souple, le corps plus... c'est quoi subtle? Subtil, hein? Que lui, il ne fait même pas les pauses, mais il est tellement en connexion avec le corps subtil qu'il guide les autres et c'est un professeur extraordinaire. Donc, oui, le yoga, c'est pas seulement de faire la split ou de se mettre... Même si toi, tu fais la split... Mais c'est parce que moi, j'étais déjà dans un état physique où je pouvais pousser mon corps. C'est ça.
Puis je l'ai poussée. Moi, je n'étais pas capable de la faire au début, la split. Donc, pas du tout. Par exemple, moi, ça serait pas faire la split, probablement d'autres choses qui seraient me pousser autant que tu t'es poussé Absolument. pour faire ça. C'est exactement ça. Mais c'est important de le dire parce que des fois, on associe ça à, justement, cette grande souplesse, tu sais, puis là, on se dit, ben moi, je pourrais jamais, donc... La souplesse, elle est psychologique avant tout au yoga. C'est pas les yogis les plus avancés ou les professeurs avancés le disent toujours. Quand tu vois un étudiant qui est même pas capable de s'asseoir accroupi tellement ses hanches les muscles sont serrés, étendus, mais que cette personne-là est capable de prendre des grandes respirations et d'être en présence calme, c'est du yoga avancé. J'adore ce que tu dis. Voilà. Tu peux jouer une question mauve. On est rendu dans les questions hypothétiques. Oh. Tiens. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Une personne que tu as connue. Que j'ai connue. Oui. Ah, que c'est difficile, ça. Attends une minute, là. Ben, à moins que tu aies vraiment une tablée, que tu en aies plus qu'une. Non. Une personne décédée avec qui je voudrais m'asseoir. Ma grand-maman. Ma grand-maman Aline, qui est morte des conséquences de l'Alzheimer. Qui a été dans une relation pas facile émotionnellement. Qui était une femme brillante, drôle, sportive, que j'ai vue dépérir à l'œil nu, là. Aline, on la célèbre encore du côté de ma mère. Et mes oncles qui ont grandi dans une maisonnée où c'était pas facile du tout. Quand ils parlent de leur mère, Aline, c'est comme une source de... C'est comme un baume pour l'âme. Et je pense qu'on lui a pas assez dit. Elle a entendu tellement de critiques dans sa vie. Je voudrais lui dire à quel point elle était magique, fantastique. Son sucre à la crème était débile. Puis elle m'en faisait quand elle venait me visiter. Elle m'a touché l'âme. Tu sais, moi, je rencontre des gens qui ont des grands titres, des grands accomplissements. Il y en a que j'ai rencontrés qui sont décédés, tu sais. Je pense que quand tu me poses cette question-là, ce qui me vient en tête et au cœur le plus rapidement, c'est les personnes de qui j'ai été proche, qui probablement n'ont pas changé le monde comme les autres que j'ai rencontrés, mais qui m'ont chaviré moi dans mon cœur. Puis ça, c'en est une. Elle n'était pas connue du monde. Mais grand-maman Aline, je l'aimais. Je l'aimais, puis tu sais, tu me fais penser que j'aurais voulu rencontrer grand-maman Madeleine, la mère de mon père, qui est morte d'un cancer fulgurant du sein. Et je le sais qu'elle les a aimés, ses enfants, puis eux autres aussi ont souffert à leur manière parce que j'ai entendu plein d'histoires. Tu sais. J'aurais aimé ça la connaître plus. J'aurais aimé ça. Et quelle question tu aurais envie de poser à ta grand-mère Aline? Pourquoi tu es restée si longtemps dans son couple? Sans rien comparer, là. Mais tu aimerais savoir pourquoi. Ouais. Alors, la dernière question, Sophie. Est-ce que la petite Sophie serait fière de la femme que tu es? Oui, parce que je prends soin de la petite Sophie. Puis j'arrêterai jamais. Parce que de prendre soin de la petite Sophie, ça veut dire d'être capable de prendre mieux soin du monde, des gens autour de moi, puis d'aider le plus que je peux. Puis je l'aime, moi, la vie. Puis je la berce. J'aimerais ça que tout le monde puisse se sentir aussi amoureuse d'être tout simplement vivante. Puis ça me rend sensible à la souffrance des autres. Tout m'émeut, moi. Peut-être trop. Oui. Mais je pense pas que c'est de la fierté. Je pense que c'est de la paix. Est-ce que tu aurais pu dire ça à 20 ans? Non. Ben non. Mais c'est aussi le luxe de l'âge, hein? Exactement. Puis, tu sais, ça me fait de la peine juste de dire ça parce que on vit dans une société pour qui l'âge, c'est une insulte. Mm-hmm. Puis, on met nos gens âgés de côté. Puis là, il y a une espèce de passage d'initiation dans la vie à l'âge plus mature qui est bafoué. Et on perd énormément d'expérience, de sagesse et d'introspection en se traitant comme ça. Absolument. Puis ça, on devient homogène. Ouais. On dirait qu'on doit tous se ressembler. Ouais. C'est de l'ouverture. Quand au fond, la diversité puis ouais.
la différence de l'autre fait de nous la plus grande richesse en tant qu'être pensant. Parce que quand on pense à diversité, il faut aussi penser à âge. Tellement. L'âge. C'est vrai, hein? On pense corps, diversité, corps. Oui, culturel, c'est vrai. Mais on parle rarement de cette diversité-là qui devient une complémentarité quand on est tous ensemble sans penser à l'âge. On a peur du processus naturel des choses. Le changement, encore une fois. Encore une fois, parce que le corps change. Mm-hmm. Dis-moi, est-ce que tes parents ont lu? Oui. Étais-tu nerveuse? Bien, mes parents l'ont lu dès les débuts. Dès les débuts, parce que tu parles beaucoup de tes parents dans cette histoire qui est la tienne. Et tu es très authentique quand tu parles d'eux. Oui. Mais Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Oui, c'est plein d'amour, mais tu dis les choses. Oui, telles qu'elles sont. Puis ce que j'ai décidé de mettre dans le livre, c'est respectueux, c'est plein d'amour. Je pointe pas du doigt, mais je veux que les gens comprennent qu'on peut jamais dire « ben c'est de la faute à mes parents ». Ce n'est que ça. Non. Mais de l'enfance, il y a cette musique qui reste à l'intérieur de nous et qui fait qu'on entend les autres musiques d'une manière très unique à soi. Puis des fois, on n'entend pas la musique qui joue vraiment parce que notre propre musique est trop forte dans notre tête. Puis je pense que ça, dans une société stressée, anxieuse, où on rit, où on vit à un rythme effréné, on entend plus le bruit que la grande musique. Donc, on n'a pas la mélodie. Exactement. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir parlé de cette façon-là, t'es à la quête de toi-même, de dire d'où ça vient, d'où ça part, pourquoi. Tu vas chercher aussi l'avis de spécialistes. Est-ce que ça t'a apporté une paix encore plus grande? D'avoir écrit le livre? Oui. Je veux dire que les experts que j'ai interviewés, qui sont des êtres humains comme toi et moi, là, ils se dévouent à créer plus de paix à l'intérieur des gens, okay? En comprenant la neurobiologie de comment on est formé. Oui. Notre cerveau, il y a 200 000 ans. Okay? On a le même. Il n'a pas vraiment changé depuis 200 000 ans. C'est comme notre disque dur. Mais la programmation, de par comment on a été élevé, nos expériences de vie varient d'individu en individu. Ça m'a amené de la paix parce que ça m'a permis de comprendre davantage l'insécurité des gens. Et que, par exemple, la haine, ça vient d'un grand, grand, grand désir de connexion qui n'est pas présent. De comprendre d'où vient l'inconfort des gens, d'où vient l'insécurité, d'où vient l'ignorance, d'où vient la souffrance. Et ça m'amène de la paix. D'avoir une meilleure compréhension de l'être humain en général m'amène de la paix à l'intérieur de moi. Parce que ça me permet de m'adapter sans être envahi par le stress que ça peut impliquer de s'adapter dans la vie. C'est ça que ça fait. Et tu te vois où dans 10 ans, Sophie Grégoire? Ah, mon Dieu! En quelque part dans la nature, avec des gens que j'aime, puis encore au service de la manière que moi, je peux le faire. C'est pas précis. Je pense que j'ai appris à m'ouvrir à l'incertitude, mais il faut qu'il y ait de la nature, il faut qu'il y ait du grand vent. Puis tu as une courroie de transmission. Oui, je veux tenir les rênes aussi. Des fois, je vais les laisser tomber pour que mon cheval puisse y aller librement. J'adore monter à cheval et d'aller vite. Mais en même temps, oui, cette espèce de lâcher-prise, d'abandon, tout en étant bien avec qui je suis. Quand tu parles du surf, là, puis tu dis tu es en état d'apesanteur sur la vague. En haut, oui. Moi, j'avais peur. J'ai dit, oh mon Dieu! T'aimes vraiment les sensations fortes. J'ai tellement eu peur en surf. Mais t'es la première personne qui décrit que je comprends c'est quoi le feeling. Tu l'as-tu compris? Parce que, OK, là, tu t'en vas vers ta vague, OK? T'es au crawl sur ta planche. Sur ta planche, oui. Puis là, il faut que tu plonges en dessous de la vague, puis tu sens le mouvement de la vague passer par-dessus toi. Puis des fois, tu plonges pas au bon moment. Puis là, mon ami, là, t'as de l'eau, là, partout, OK? Dans toutes les parties de ton corps, OK? Qui rentrent. Et là, tu te retrouves de l'autre côté du whitewash qu'on appelle, où est-ce que les vagues là, sont toutes perturbées. Puis là, tu te retrouves dans les grandes vagues en arrière. Ces grandes vagues-là, ne sont pas là pour t'écraser. Mais il faut que tu ailles les chercher correctement. Puis une fois que tu la vois venir, puis que tu commences à encore rentrer tes bras dans l'eau, puis que tu te mets un petit peu à la même vitesse que la vague et elle te soulève, il faut que tu te lèves rapidement. Puis là, quand tu te lèves rapidement, t'es légère comme une plume. T'es en état de... Ça dure 1 à 2 secondes, OK? Et là,
tu vois le bas de la vague, puis là, vouf, tu y vas. Ça me donne des frissons juste à en parler. C'est une sensation qui crée une compulsion. C'est pour ça que les gens, ils vont pour une autre vague, puis une autre vague, puis une autre vague. Tu m'as fait comprendre ça. Ouais. Parce qu'il y a du danger, là, Il y a du danger. Dans ce sport-là. Ah oui, je me suis fait très peur en surf. Je me suis déjà cassé une dent. J'avais la dent coupée en deux, puis je l'ai limée avec une lime à ongles, parce que c'était l'été, puis il n'y a pas de dentiste où est-ce que j'étais. C'est super. Merci, Sophie, de t'être arrêtée ici dans le studio d'Ouvre ton jeu, d'avoir pris le temps. Cette discussion-là me fait du bien. Ton livre, je vais le garder. Comme je te dis, j'ai pris des notes. Tu donnes des outils. Ouais. Et aussi, tu nous donnes ton histoire. Puis moi, ça fait longtemps aussi que je te regarde ici et là, puis tu es une amoureuse de l'âme humaine, puis tu es une curieuse. C'est contagieux. Fait que merci à toi aussi. On est sur un chemin parallèle. On l'est toutes et tous, on s'en rend pas compte. Et là, je vais peut-être me mettre au yoga. Let's go! Mais j'aimerais ça parce qu'il y a quelque chose dans la respiration. C'est tellement déterminant dans une vie et d'en être conscient puis d'amener ça ailleurs. C'est la seule fonction volontaire du corps là, qu'on ne contrôle pas au fond, mais que l'on peut contrôler. C'est une fonction qui se fait naturellement. On respire, même si tu portes ton attention sur quelque chose d'autre, ton corps continue à respirer. Mais c'est la seule fonction de ce type-là que tu peux contrôler en tant qu'être humain. C'est quand même fascinant. C'est fascinant. Ouais. Alors, merci. Puis je veux dire, le livre, c'est Mieux se connaître, mieux s'aimer entre nous. Merci, Sophie Grégoire Trudeau. Parce que c'est juste Sophie, ton livre. S'il te plaît. Juste Sophie, c'est juste correct. Sophie, c'est en masse. Sophie, c'est en masse. Ouais. Merci, Sophie. Bye-bye, tout le monde. Merci d'avoir été là. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.